Bonjour. 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 Donc, pour commencer, quelques infos. En fait, ces rencontres que nous avons vont se poursuivre après, le déconfinement possible, donc de la semaine prochaine. Ils vont se poursuivre autrement, à un autre rythme. Et vous trouverez toutes les informations sur le site nous asseoir ensemble, tout attaché.org. Vous y trouverez aussi un onglet contact, vous y trouverez un onglet sur lequel je suis en train de mettre les textes, bon, petit à petit, que nous avons partagé le matin. Ben voilà, c'est un petit peu le lieu de rencontre parce que beaucoup de personnes m'ont dit, enfin, un certain nombre de personnes m'ont dit que Facebook, ben, ils n'avaient pas Facebook ou qu'ils n'avaient pas envie d'aller sur Facebook. Donc ça, c'est mon propre site, nousasseoirensemble.org. Donc, vous trouverez toutes les informations là pour continuer ce partage, parce qu'il semble que ce moment de déconfinement soit pas très simple. Voilà, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on y va. Et en même temps, j'ai envie de reprendre quelque chose que Joke Sensei a dit tout au début du confinement, c'était « c'est maintenant ». C'est maintenant qu'on peut commencer à réfléchir quel monde on veut après ce moment du Covid-19. Est-ce qu'on va reprendre les choses comme on les a laissées avant? Je pense que personne n'en a vraiment envie, parce qu'on va s'apercevoir que ce qu'on a un petit peu mis de côté de façon logique pendant cette épidémie, à savoir tous les problèmes environnementaux, à savoir le problème du réchauffement climatique, des disparitions des espèces et tout ça, eh bien c'est toujours là. Et même s'il y a une sorte de répit pendant ce temps de confinement, tous ces problèmes vont revenir. Alors, est-ce qu'on va changer, et surtout, comment est-ce qu'on va changer? On comprend tous qu'il y a un tas de changements matériels à faire dans notre comportement. Beaucoup d'entre nous, sûrement, ont commencé dans notre consommation, dans notre façon de vivre. Mais c'est tout moins ce que dit l'écologie profonde, qui utilise le terme « penser comme une montagne ». Je trouve que c'est un très beau terme, « penser comme une montagne ». Ça veut dire qu'il y a un changement de point de vue à faire. Notre point de vue humain au centre du monde, visiblement, crée trop de dégâts, de problèmes. Et il y a une sorte de changement de point de vue à faire. Et donc, le changement n'est pas seulement comportemental ou politique, mais d'abord et avant tout, il est culturel et spirituel. Nous devons vraiment comprendre autrement notre position dans le monde. C'est ce que disent plusieurs auteurs, dont je voudrais vous citer quelques extraits rapidement ce matin, notamment Arne Naess, qui est un militant écologique de cette écologie profonde, pensée comme une montagne, Maître Dogen, qui dès le XIIIe siècle, non pas pour des raisons écologiques, mais par sa compréhension profonde de la nature véritable de l'homme et du monde, a posé les bases de quelque chose qui peut nous aider à changer notre regard. Etken Roshi, qui est un enseignant américain, Trinh Xuan Tran, qui a écrit entre autres Le Cosmos et le Lotus, et Joanna Macy, qui est une militante écologique bouddhiste. Donc changer, mais déjà la première question c'est comment est-ce qu'on aborde ce changement? Et là, je voudrais citer ce texte en introduction. Dans les questions environnementales, nous devrions essayer de permettre aux personnes de poser des actes beaux en agissant par goût plutôt que par obligation morale. Trop souvent, le mouvement écologiste a donné l'impression qu'il nous fallait faire des sacrifices, nous inquiéter davantage, faire davantage preuve de moralité. Il me semble que ce dont nous avons besoin plutôt, c'est de toute la joie qui naît en nous devant le spectacle de la nature lorsque nous nous ouvrons à la richesse et à la diversité de la vie. Lorsque nous prenons conscience du lien intime qui nous unit à ce qui est plus grand que notre moi, à ce qui a résisté des millions d'années et doit persister encore des millions d'années, alors tout naturellement, prendre soin de la nature revient à prendre soin de nous. Il n'y a plus de différence. Il nous sera facile alors de changer en approfondissant notre perception de la réalité et de notre véritable soi, en comprenant notre appartenance à la communauté des êtres vivants.
Notre comportement suivra alors sans effort, avec beauté, les règles de l'éthique environnementale. Voici ce que disait Maître Dogen, donc au XIIIe siècle. Réaliser toute forme comme son propre corps-esprit, c'est demeurer dans un univers qui est sans limite, un univers sans commencement, sans fin. Vous êtes sans commencement ni fin, alors comment allez-vous prendre soin des montagnes et des rivières comme de votre propre esprit, le corps-esprit de l'univers? Au moment de zazen, de l'éveil, chaque chose de l'univers dans les 10 directions, la terre, l'herbe, les haies, les tuiles et les cailloux, accomplissent le travail de Bouddha. L'herbe, les arbres, la terre, traversés et guidés par cette influence, tous irradient la grande lumière et prêchent sans fin le dharma beau et profond. L'herbe, les arbres, les haies et les murs deviennent capables de prêcher le dharma pour tous les êtres, gens du commun et bodhisattvas. Et de même, tous les êtres, gens du commun et bodhisattvas, prêchent le dharma aux arbres, aux haies, à l'herbe et aux murs. Voici ce qu'écrivait donc Maître Dogen il y a de nombreux siècles. Prêcher le dharma, accomplir le travail de Bouddha, c'est-à-dire qu'à chaque instant, l'univers entier, chaque chose de l'univers nous montre sa véritable nature. Et lorsque nous le réalisons, à ce moment-là, il y a une interaction totale entre nous et l'univers. L'autre et moi-même, qu'il soit montagne, qu'il soit herbe ou caillou. Et il n'y a pas ce que nous voyons souvent comme une troisième personne extérieure, il y a un « je » qui est inclus dans un « nous ». C'est ce que dit Trinh Xuan Chuan dans Le Cosmos et le Lotus. Pour le bouddhisme, le monde est comme un vaste flux d'événements reliés les uns aux autres et participant tous les uns des autres. La façon dont nous percevons ce flux en cristallise certains aspects de manière purement illusoire et nous fait croire qu'il s'agit d'entités autonomes dont nous serions entièrement séparés. La physique moderne a mis en évidence l'intime connexion de l'homme avec le cosmos. Nous savons aujourd'hui que nous sommes tous faits d'atomes fabriqués lors de l'explosion primordiale d'abord et lors de l'alchimie nucléaire des étoiles ensuite. Les atomes d'hydrogène dans l'eau des océans ou dans notre corps proviennent tous de cette soupe primordiale. Nous partageons tous une même généalogie cosmique qui remonte à 13,7 milliards d'années, l'âge de l'univers. Mais aussi, autre connexion découverte par la science, nous sommes tous liés les uns aux autres génétiquement. Nous descendons tous de l'Homo habilis, apparu en Afrique il y a environ 1 800 000 ans, quelle que soit notre ethnie ou notre couleur de peau. En remontant assez loin dans le temps, nous devenons tous des cousins éloignés. Et enfin, plus étonnant encore, le décodage du génome de l'homme et d'autres espèces vivantes nous révèle que cette convergence d'arbres généalogiques ne concerne pas seulement l'espèce humaine, mais également toutes les autres. Par exemple, nous partageons 99,5% de nos gènes avec les chimpanzés. Si nous pouvions remonter assez loin dans l'arbre généalogique des chimpanzés, nous verrions qu'il se confondrait inévitablement avec le nôtre à un moment donné. Ce qui est vrai pour les chimpanzés l'est aussi pour tous les autres organismes vivants, des dauphins aux rossignols, en passant par les cigales, les grands chênes, les champignons ou les roses. Nos arbres généalogiques se rejoignent inéluctablement tôt ou tard pour n'en former qu'un seul et unique. Maître Aitken Roshi, parlant de ces herbes, de ces tuiles, de ces cailloux, de cet autre primordial qui nous réunit à l'autre, nous dit « Pourtant, nous ne reconnaissons pas cet enseignement du Dharma, ce rayonnement de la nature de Bouddha, à cause de l'obscurcissement de notre corps-esprit, qui nous fait voir l'herbe, les arbres, la terre, les haies et les murs
et bien sûr, je dirais les chimpanzés, les cigales, les champignons, etc., comme des objets. Mais les myriades de choses ne peuvent nous apparaître dans leur non-forme, dans leur sans limite, que si nous nettoyons le miroir de notre corps-esprit. C'est l'expérience de Zazen. Zazen, même si ce n'est qu'un seul être humain assis pour un seul moment, entre dans une coopération mystique avec tous les dharmas et pénètre les trois temps du passé, du présent et du futur. Donc, lorsque nous comprenons le véritable aspect du monde, et Zazen est vraiment la porte d'entrée de cette compréhension profonde, nous ne pouvons plus nous en sentir séparés. Nous ne pouvons plus voir l'extérieur comme des objets, mais Johanna Massy dit ceci. Lorsque nous passons au-delà de notre vue ordinaire, nous pouvons penser comme une montagne. L'humanité est alors perçue comme n'étant que le stade le plus récent de notre existence. Et lorsque vous cessez de vous identifier uniquement à ce moment d'être humain, vous commencez à entrer en contact avec vous-même en tant que mammifère, en tant que vertébré, en tant qu'espèce qui n'est sortie que récemment de la forêt tropicale. Alors, lorsque vous dites « je protège la forêt tropicale », cela devient « je suis une partie de la forêt tropicale qui me protège », je suis cette partie de la forêt tropicale qui a récemment accédé à la pensée. Quel soulagement alors! Les milliers d'années de séparation que nous imaginions entre elle et nous disparaissent. Et nous commençons à nous rappeler notre véritable nature. Ce changement est un changement d'ordre spirituel. Et deux conclusions. Dans le lotus et le cosmos, toujours, nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, frères des bêtes sauvages et cousins des fleurs des champs. Nous portons tous en nous l'histoire cosmique. Le simple fait de respirer nous relie à tous les êtres qui ont vécu sur le globe. Et ma toute dernière conclusion sera Maître Dogen avec une phrase qui m'avait vraiment bouleversée quand je l'ai lue et qui continue à faire son travail à l'intérieur de moi. L'univers entier est le véritable corps humain. Le véritable corps humain est l'univers en son entier. Donc si l'univers en son entier est notre véritable corps, comment allons-nous en prendre soin? C'est la question qui se pose tout spécialement maintenant. Et demain, nous regarderons la même chose, mais d'un point de vue différent, à savoir du point de vue de la vacuité, avec un texte de Vanchi qui sera présenté par Joki Sensei. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée Bodhisattva et bonne journée Eko Sattva. Merci.